Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Un événement phare de l'année 2020, le fameux rallye de Monte-Carlo. Les commissaires sont dans les starting blocks et viennent de suivre une journée de formation. Du vert avec Monaco Nature Encyclopédia, une encyclopédie en ligne qui permet de tout savoir sur la faune et la flore. Retour sur la damnation de Faust qui a été donnée à l'Auditorium Régnier 3 et qui a rassemblé tous les passionnés de Berlioz. Et puis notre Focus Info du jour sera quant à lui consacré à la Fondation Prince Louis de Polignac. Le départ du rallye de Monte-Carlo sera donné le 23 janvier prochain. Les commissaires ont eu droit à leur journée de formation et de remise à niveau afin d'être fin prêts pour le jour J. C'est un reportage signé Dominique Poulain. Une quinzaine de voitures quittent le chapiteau de Fontvieille pour une répétition générale de l'Automobile Club de Monaco, un peu plus d'un mois du départ du rallye Monte-Carlo. Il s'agit pour les commissaires d'une remise à niveau, d'un rappel des connaissances et des fondamentaux et d'une formation pour les nouvelles recrues. Une façon de s'immerger de manière théorique et pratique dans la compétition. C'est une journée de formation, mais qui en même temps est un vrai rallye, qui est fait à l'échelon, à l'échelle zéro, avec des concurrents, les commissaires en état de travailler. Le matériel, c'est un véritable rallye. Il doit être pris très au sérieux par nos hommes et par les concurrents qui simulent des concurrents. Près de 200 commissaires, dont 10 femmes, participent à cette journée ponctuée de scénarios prédéfinis. Ils exploitent plusieurs ateliers allant du chronométrage au contrôle horaire, en passant par les départs et les arrivées de 3 spéciales autour de Monaco. Un test grandeur nature pour éviter les surprises le jour J. On n'a pas tous les commissaires qui pratiquent pendant la totalité de l'année, alors il faut quand même les remettre un petit peu dans l'ambiance déjà. Alors c'est pour ça qu'on a des voitures un peu sportives, bon, même si on ne roule pas vite. En tout cas, le but c'est effectivement de les remettre dans le bain. C'est de leur refaire prendre conscience qu'il faut effectivement être parfait, parce qu'on est une épreuve du championnat du monde et on doit être parfait à tous les niveaux. C'est indispensable. Des membres bénévoles de la section historique sont là avec leur véhicule pour endosser le costume de concurrent. On a des scénarios pour essayer de compliquer un petit peu la vie des commissaires parce que pendant le rallye, effectivement, il y aura des problèmes, mais ceux-là, ils ne seront pas simulés, ils seront réels. Parmi les petits nouveaux, Johnny Cecotto, le fils de l'ancien champion du monde de moto. Ce jour-là, il est au volant de l'une des 8 voitures de sécurité ouvreuses. Je vais aider la direction de course, vérifier le parcours. Avant les épreuves spéciales, voir que tout le monde est à sa place et que les conditions de piste et les conditions de la route sont dans l'état pour pouvoir faire l'épreuve. Les commissaires sont notés sur plusieurs critères, la tenue vestimentaire, le comportement, le respect des emplacements et la sécurité. Une rigueur qui force l'excellence de l'Automobile Club. Un peu partout en Europe et dans le monde, ces commissaires sont pris en exemple. Prenons à présent la direction de l'Auditorium Régnier 3 pour découvrir Monaco Nature Encyclopédia, une encyclopédie pour tout savoir sur la faune et la flore. Frédéric Elion vous en dit plus. On ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas, une devise qui résume l'esprit de Monaco Nature Encyclopédia. L'association créée en juillet 2017 a lancé il y a 16 ans une encyclopédie en ligne qui a pour but de faire connaître la nature. Alimentés par quelques collaborateurs au début de l'aventure, ils sont plus de 110 à contribuer aujourd'hui au partage des connaissances sur les plantes, les animaux ou encore les champignons, des spécialistes et notamment des professeurs universitaires. Grâce au travail des équipes de traducteurs, l'encyclopédie se décline en 4 langues, français, anglais, italien et espagnol, sur près de 19 000 pages. Un travail présenté à l'Auditorium Régnier 3. L'époque des encyclopédies papier auxquelles j'ai collaboré est finie et donc il fallait bien que quelqu'un prenne le relais. C'est par la connaissance de la nature qu'on peut la respecter et l'aimer. Donc la biodiversité, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on essaye un peu de la montrer en images. Il faut dire que la nôtre, c'est une encyclopédie par image. Donc c'est ce côté ludique, comme on dit. Et les gens, ils sont accrochés par les images. Les gens, ils voient de belles photos, de belles images, ils sont fascinés. Ils vont lire d'abord les légendes et des fois, ils vont plus loin, ils vont lire le texte aussi. Et donc, ils deviennent petit à petit des passionnés de la nature.
Cette conférence de présentation était en quelque sorte une visite guidée de l'encyclopédie en ligne, avec une présentation de fiches d'animaux et de plantes en lien avec la principauté, comme le gypaète barbu ou le martinépal. On reste à l'auditorium Régnier 3, mais cette fois en musique avec la damnation de Faust qui a attiré les nombreux amoureux du compositeur Berlioz. Le récit est signé Sandrine Nègre. 1893-2019, 126 ans se sont écoulés entre ces deux dates. En 1893, la première représentation mondiale de l'opéra de Berlioz a lieu à Monaco. Le 15 décembre 2019, la damnation de Faust est de nouveau à l'honneur, sous la direction cette fois-ci de Kazuki Yamada, avec celui qui fut petit chanteur de Monaco, Jean-François Borras, Sophie Koch et Erwin Schrott. Sur scène également aux côtés de l'OPMC, le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo. Pour sauver Marguerite, Méphisto exige que Faust signe un pacte qui l'engage à le servir dans l'autre monde, un pacte qui l'entraînera en enfer. Eh bien, pauvre démon, fais-moi voir tes merveilles. La damnation de Faust, signée Berlioz, était proposée du 15 au 17 décembre 2019, des dates qui n'ont pas été choisies au hasard. L'année 2019 était marquée par le 150e anniversaire de la disparition du compositeur. En bref et en images. La période de fin d'année est toujours synonyme de remise de récompenses au Yacht Club de Monaco et cette année n'a pas dérogé à la règle. Toutes les catégories ont ainsi été mises à l'honneur, de l'optimiste au J70 en passant par les lasers, Nacra 15 ou le kite. Dans la catégorie Smeralda, c'est le prince Charles de Bourbon-Sicile qui a été honoré. Place à présent à notre Focus Info du jour. Il est consacré à la fondation Prince Louis de Polignac, une fondation qui vient de remettre ses prix annuels à Paris en début de semaine en présence bien sûr du prince souverain. Ce grand format est signé Émilie Rousseau, Olivier Bonello. Paris et son célèbre Arc de Triomphe. C'est à quelques pas des Champs-Élysées que se situe la fondation Simone et Cino del Duca, au 10 rue Alfred de Vigny, dans le 8e arrondissement. Cet établissement haussmannien du Second Empire a été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être acquis dans les années 80 par Simone del Duca, femme d'affaires française. Elle décide que cet endroit sera le siège de sa fondation, créée en la mémoire de son mari, Cino, patron de presse réputé, disparu en 1967. Nous nous efforçons de prolonger son action, mais en même temps de lui donner une signification propre à l'Institut de France, puisqu'elle a voulu que ce soit la propriété de l'Institut. Nous avons ici un lieu
plus favorable pour des réunions restreintes, animées, des colloques, des débats, des réunions, par exemple, de réception ou remise d'un prix ou décoration ou des échanges comme les fondations de l'Institut de France peuvent en organiser. Donc c'est très mobile, c'est très divers, il y a pas mal de place et c'est une fondation qui vit et qui a bien conservé, et nous y tenons beaucoup aussi, le souvenir de Simone que nous avons connu, Simone Del Duca. Aménagé comme un lieu de rencontre et de débat, le siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca accueille régulièrement des conférences, des colloques, mais aussi des remises de prix. Une tradition s'est d'ailleurs installée ces dernières années. La Fondation Prince Louis de Polignac a pour habitude d'organiser ici sa remise de prix annuelle. Créée en 1997, elle a pour but de promouvoir la culture française et européenne et de contribuer au développement de la science. 2019 est une année particulière pour la Fondation puisque le prince Louis de Polignac, cousin du prince Régnier III, aurait eu cette année 110 ans. En effet, il aurait eu, j'allais dire déjà 110 ans. Ça paraît incroyable car il avait cette jeunesse, j'allais dire perpétuelle, qui est celle de l'enthousiasme, qui est celle de la curiosité de la vie, qui est celle de l'amour des autres. Et donc il semblait être de ces êtres qui ne vieillissent jamais. Et c'est un petit peu même, je dirais, curieux d'imaginer qu'il aurait eu 110 ans. Mais le fait est, et c'est pour ça que nous avons voulu cette année, peut-être avec encore un peu plus de solennité, fêter cet anniversaire donc, de la naissance du prince, avec, comme vous l'avez vu, peut-être de très beaux lauréats et de beaux prix. Et c'est en présence du filleul du prince Louis de Polignac, son Altesse Sérénissime le prince Albert II, que les différentes distinctions ont été remises. 4 prix ont été attribués. Le premier, le prix du conseil d'administration, a récompensé le Labo des Histoires. Créée en 2011, cette association donne le pouvoir de l'écriture aux jeunes âgés entre 5 et 25 ans. On développe plein d'activités pour donner envie aux jeunes d'écrire. Ça nous pousse parfois à faire des projets un petit peu inattendus. En 2017, on a demandé à l'astronaute Thomas Pesquet de lancer le premier concours d'écriture depuis l'espace. Alors il a accepté depuis la Station spatiale internationale. Il a demandé aux enfants, aux adolescents d'écrire ce que serait la 8e planète du Petit Prince. Si le Petit Prince était allé sur une 8e planète, quelle planète est-ce qu'il aurait décrit? Et on a eu, comme ça a été dit ce soir, près de 8000 participants dans 78 pays, qui nous montrent qu'aujourd'hui, les jeunes aiment écrire, ont envie d'écrire, et c'est notre travail. Et ce qui peut paraître paradoxal avec l'entrée du numérique dans nos familles. En fait. C'est paradoxal, mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on vit dans une époque de communication, une grande époque de communication. Alors on a parfois le sentiment qu'on se parle, mais qu'on ne s'écoute pas toujours. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent dans un monde où on s'exprime beaucoup. On a très tôt accès à ses propres médias de communication, les réseaux sociaux. Et donc on est sur une génération qui est assez curieuse d'écriture, qui a l'habitude de beaucoup écrire d'ailleurs. On prend souvent l'image des smartphones. Et le numérique, tant qu'il est bien accompagné, ce n'est pas nécessairement un obstacle. Au contraire, nous, on cherche à s'appuyer et à utiliser l'appétence et le goût des jeunes pour l'écriture, pas tout simplement pour leur faire écrire de belles choses. La médaille d'honneur a salué les actions en faveur du patrimoine français de 2 personnes. William Christie, pour avoir ressuscité la demeure et les jardins de Thierry en Vendée, et la famille Huynh, pour leurs travaux de restauration du château Malmoré en Gironde. 2 édifices chargés d'histoire. Cette famille franco-vietnamienne qui a donc acquis le château Malromé, dans lequel Henri Toulouse-Lautrec est mort. Donc, château qui a une valeur historique, bien sûr, mais aussi, j'allais dire, une valeur quasiment sentimentale pour l'art français, et cet artiste majeur donc était Henri de Toulouse-Lautrec. Et quant à William Christie, il n'est pas à présenter, bien évidemment, c'est l'illustre fondateur des arts florissants. Donc vraiment de très très beaux lauréats, et nous sommes heureux. Et je le disais à Monseigneur tout à l'heure, je pense que si le prince de Polignac, il doit être un petit peu parmi nous d'ailleurs ce soir, je pense qu'il aurait été particulièrement content cette année. Le grand prix de la Fondation Prince Louis de Polignac a lui été remis à François Leleu. Cet oboïste français est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands de sa génération. Il s'est d'ailleurs déjà produit à Monaco, où il a pu partager son immense talent. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir avec les prix. Quand on vous donne un prix, on ne peut plus le retirer.
C'est quelque chose qui est magnifique parce que ça jalonne la vie et ça donne beaucoup de confiance. C'est le musicien qui a été récompensé ce soir, mais aussi l'instrument qui a été mis en valeur, le hautbois. Tout à fait, le hautbois est un instrument qui n'est pas aussi connu que le violon, le piano, mais qui a tout son charme et sa pierre à apporter à l'édifice de la musique classique et contemporaine, évidemment, très important. Et donc effectivement, le hautbois a été mis en valeur et je suis très heureux de faire partie des personnalités qui permettent à cet instrument d'avoir un peu plus de rayonnement. Et c'est justement en musique sur une fantaisie de Telemann, interprétée par François Leleu, que s'est achevée cette remise de prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, un millésime 2019 que le parrain du prince Albert II aurait apprécié à sa juste valeur, lui qui était un grand défenseur de la langue française et du riche patrimoine de la France. Un mot à présent concernant la météo. Plus qu'une journée à subir les affres de la météo. La journée de vendredi sera pluvieuse, mais les jours suivants beaucoup plus agréables. Dimanche, le soleil brillera tout au long de la journée et les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés. Lundi, une journée encore très ensoleillée. Mardi 24 décembre, nous préparerons le réveillon sous des cieux radieux, tout comme mercredi 25 décembre où le Père Noël ne trouvera aucun nuage sur son chemin pour venir déposer chez chacun les cadeaux tant attendus. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.